Et j'ai comme projet avec mes élèves de reconstruire l'île de Planier en virtuel ici. Donc avec des collégiens qui sont de quatrième. Je les ai eus déjà l'année dernière, donc ça fait 2 ans qu'on fait ce projet. On ira visiter ta grille, ton monde, l'île de Planier. Mais alors, quel est le lien entre un prof de mathématiques en quatrième en collège et un monde virtuel de l'extérieur? On peut se dire qu'il n'y a pas franchement de lien. Est-ce que tu peux nous expliquer? L'intérêt en fait c'est de vraiment construire. Bon ici on construit des objets mathématiques, hein, donc des cubes, je peux en poser un rapidement, des cubes, des cylindres, des sphères. Donc déjà on est dans un environnement mathématique et l'intérêt c'est pour eux c'est plus concret paradoxalement de faire des mathématiques dans un monde virtuel que dans un monde réel. Le fait de pouvoir s'immerger dans un monde virtuel, c'est en quelque sorte, c'est s'immerger dans la science, c'est donner du corps à des concepts mathématiques. Tout à fait, oui. Enfin, utiliser, c'est un peu comme un travail de maçon ici, en fait. C'est-à-dire qu'on a un travail très concret où on construit des formes réelles à partir de notions mathématiques et donc proportionnalité ou autre, hein, donc forme 3D, etc. Concrètement, je suis ton travail depuis un moment, et puis j'ai quelques souvenirs de mathématiques, et notamment le théorème de Thalès. Je crois que tu as utilisé le fait de poser une échelle contre un mur pour illustrer le théorème de Thalès, c'est bien ça? C'était le terme de Pythagore, Ah, mais le théorème de oui. Donc Pythagore. oui, en fait, bon, je peux ressortir l'objet si vous voulez, venez voir. Je vais le mettre ici. Donc, l'idée, c'était de résoudre un exercice que les élèves avaient du mal à faire euh, en réel parce qu'ils avaient du mal à faire la figure. Et, euh, et en le faisant ici, c'est beaucoup plus facile parce que quand on dit construire un mur, on construit véritablement un mur. C'est pas, on fait pas un schéma d'un mur. Donc on est beaucoup plus proche du réel. Et après, en faisant le tour de la figure dans tous les sens, eh ben, on arrive mieux à cerner l'objet, quoi. On est réellement dans une immersion, au propre comme au figuré, immersion dans un monde virtuel et immersion dans le concept mathématique. Alors, quelles sont les difficultés? On imagine bien que c'est difficile d'intégrer un monde virtuel dans un enseignement. Quelles sont les difficultés auxquelles tu as eu à résoudre dans ton travail? Le plus dur, c'est les premiers pas. C'est, il y a beaucoup d'a priori sur les mondes virtuels. En particulier, c'est réservé à des personnes qui se couperaient du réel, etc. Et même parmi ces élèves, c'est fréquent cette idée-là. Pourtant, ils sont baignés avec Facebook, ce monde virtuel-là, où pour eux, c'est un jeu. C'est-à-dire qu'ils viennent pour se croire sur les Sims ou World of Warcraft, quoi. Et ils ont du mal à comprendre au tout départ, hein, que on peut venir pour travailler tout en étant dans un environnement ludique, mais pour travailler, pour faire des choses concrètes. Donc le plus dur c'est ça. Puis après des soucis inhérents à la technique, hein, c'est-à-dire comment arriver à communiquer avec des personnes qui sont loin de nous, comment se connecter sans trop de difficultés, etc. Et tu n'as pas eu trop de problèmes de type matériel, par exemple en équipement, en salle d'informatique, en connexion dans ton Alors collège? le problème est oui, alors au collège il y a toujours un petit problème, hein, qui est que la connexion est catastrophique, hein, donc souvent donc on peut pas envoyer des personnes des élèves directement aller travailler sur internet en salle informatique, hein. Par contre, l'avantage d'OpenSim, c'est on peut, et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, on peut travailler en local, c'est-à-dire qu'on peut avoir un monde virtuel en local et avoir un serveur local au collège et se connecter à ce serveur-là. Donc l'avantage, c'est que on n'a pas besoin d'avoir une connexion puissante, où on peut éviter les proxys aussi, qui sont souvent dans l'éducation nationale, et on peut travailler comme ça. Et après, il y a un parallèle qui est fait, c'est-à-dire qu'on peut importer des objets, sauver des objets sur le serveur local pour les mettre sur Internet et puis pouvoir continuer le travail ici. Bon, Ou inversement d'ailleurs. si je comprends bien, tu as réussi à résoudre tes problèmes pendant le temps de travail, mais est-ce que ça pose pas autant de problèmes en dehors? Est-ce que tu n'as pas le risque de rendre des élèves accros et qui passent, je dirais pas leur nuit, mais se coucher à des heures indues pour faire les mathématiques? C'est ce qui s'est passé au début. Hein. Au début, les élèves étaient vraiment, enfin il y a certains. Hein, bon après, on n'arrive pas à accrocher tout le monde comme d'habitude, hein, mais il y en a qui étaient vraiment accros à ce travail-là et on a mis en place avec des collègues là,
de Francorite, parce que moi je m'y connaissais pas trop, mais on a mis en place une espèce de contrôle parental, c'est-à-dire qu'en fait leur connexion coupe automatiquement en fonction des heures que je choisis moi, c'est-à-dire que en semaine, à partir de 9 heures du soir, ils peuvent plus se connecter. Bon, c'est pas là le moindre des paradoxes des mondes virtuels, c'est d'empêcher les élèves de travailler, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Donc il faut qu'ils arrivent à se concentrer sur notre matière, quoi. Mais le travail qu'on fait aussi ici, c'est pas un travail proprement mathématique, c'est un travail assez transversal. On pourra en parler. Il y a un travail sur les espèces et la faune et la flore. Il y a un travail géographique de repérage, de cartographie. Là, on voit des photos de Google Maps. Et donc il y a tout un travail différent des mathématiques et puis l'insertion des mathématiques dans d'autres matières. Ce qui veut dire que ton projet de mathématiques est devenu transdisciplinaire, il intègre les profs de SVT, de français, je suppose? Dès le départ, il s'est voulu transdisciplinaire. Après, le gros souci, c'est d'arriver à convaincre les professeurs de vouloir mettre un petit peu leur nez dedans, quoi. Parce que pour ceux qui sont pas habitués à la technologie, c'est quand même quelque chose d'assez novateur et c'est ça la difficulté. Mais en ce moment, là, je suis en train de travailler. Là, je vais faire des formations début de l'année du collège avec quelques profs. Donc, je vais essayer de les former sur le réseau local du collège sur OpenSim. Alors, ça m'amène à une autre question. Tu as réussi à convaincre tes élèves, tu as réussi à convaincre tes collègues collège, mais quel est l'accueil qui est réservé, bon, par ta direction, par l'inspection? Est-ce qu'il y a une reconnaissance ou alors est-ce que tu es obligé d'expliquer, de réexpliquer les enjeux de cette pédagogie somme toute, est différente de ce qu'on connaît? Ah oui, reconnaissance au niveau du collège, je l'ai eu assez rapidement parce que là, quand j'ai présenté le projet à la principale, elle était tout de suite partante. Ils étaient en recherche de projets un petit peu scientifiques et informatiques, donc ils étaient très demandeurs à ce sujet-là. De la reconnaissance, oui, oui, je commence à l'avoir. Alors, pas trop au niveau de l'inspection parce que je l'avais pas vu. J'aimerais bien avoir un petit peu leur avis dessus, mais il y a le rectorat a priori qui voudrait que je poste un peu des articles sur mon travail dans le rectorat d'Aix-Marseille, hein, ce que je fais ici. Puis il y a des personnes qui m'ont demandé aussi d'écrire un article dans les cahiers pédas. Et puis il y a aussi un article qui a été paru dans un quotidien de Marseille et qui a fait du bien sur le projet. Donc oui, la reconnaissance, ça commence à arriver, quoi. Les gens commencent quand on leur explique un petit peu, ils commencent à voir l'intérêt de ce projet. Alors, maintenant qu'on a expliqué le cadre formel de ton activité, il serait bien que tu puisses nous faire visiter ce monde. Ici, on est sur l'île du Planier, je crois. Mais ton monde, c'est une des caractéristiques de tous les mondes virtuels, c'est qu'on peut être sur Terre, on peut être dans le ciel et on peut être sous les eaux. Ouais. Alors, est-ce que tu veux bien nous faire visiter tout ça? Oui, bien sûr. Alors, je vais commencer, regardez, je vais essayer de vous montrer le travail qu'on a fait là sur Google Maps et ici, pour vous montrer que ça se superpose vraiment à la réalité. Là, je vais descendre un objet, vous allez voir. Vous allez voir que l'image de Google Maps va se superposer en fait à la construction 3D. Il y a aussi le phare du Planier qui est pas là à guise de représentation du réel. Il y a aussi une représentation mathématique et notamment du cylindre de visualisation du phare. Et je crois que c'est un concept mathématique. Oui, c'est un problème mathématique assez intéressant. Hein. C'était comment en fait faire le tour d'un cercle avec des briques, quelle longueur il faut mettre aux briques, de combien il faut tourner les briques. Et c'était un souci pour beaucoup d'élèves et on a un travail assez long hein, pour réfléchir à comment arriver à faire ça. Puis finalement, le travail s'est terminé cette année et ça aboutit à la construction du phare. Donc au début, c'était la première modélisation, c'était juste un cylindre qu'on avait tiré en longueur, et là, ça a été fait brique par brique, et ça donne un aspect beaucoup plus réel au phare, puisqu'il y a les ombres qui se reflètent dessus. Et les élèves sont très très fiers d'avoir réalisé ce bâti là en briques. On s'est intéressé à l'escalier en hélicoïdal. Donc vous allez voir, on va rentrer dedans. Hein. Et ça, beaucoup d'élèves ont réussi à le faire cette année. Donc maintenant, avant on pouvait pas monter dans le phare, maintenant on peut monter jusqu'au sommet, hein, avec des marches espacées régulièrement. Donc là c'est un travail sur les coordonnées qui a été assez intéressant. Donc savoir de quel angle il fallait tourner, savoir de combien il fallait monter chaque planche. C'était fait planche par planche, hein, puis après ça a été dupliqué donc sur un tour. Puis on a même travaillé un petit peu les symétries pour au lieu de faire
sur un tour, on fait un quart de tour et puis ça va beaucoup plus vite en faisant des symétries. Et nous voilà au sommet. Bonjour Tao, nous revoilà. Salut, ouais. Donc voilà, on arrive au sommet du phare avec le. Donc là, c'est un travail qui a été fait l'année dernière par plusieurs élèves. Donc faire tourner un scriptant, juste un petit script de rotation, hein. Faire tourner l'éclairage du phare avec deux demi-sphères. On a travaillé aussi la symétrie centrale avec, puisque c'est une figure qui a un centre de symétrie. Et puis le grand intérêt de ton travail, c'est que tu gardes des traces d'une année sur l'autre. Tu as tout Oui, on l'historique. continue. Hein, là, ça fait 2 ans Voilà. qu'on fait ça. Je pense que ça s'arrêtera à la fin de l'année puisqu'on aura bien avancé. Mais je repartirai avec des élèves de cinquième, je pense, à la fin de l'année. Donc Des nouveaux élèves. la différence d'un cours classique où en juin, on met un terme à l'année et puis on recommence en début d'année suivante, là tu peux conserver des traces, un historique et puis expliquer aux élèves. Puis je suppose que ta réputation te précède maintenant auprès des élèves. Ah, ils aiment bien. Bon, après les sixièmes, là, cette année, j'ai dû un petit peu limiter parce qu'ils étaient tellement demandeurs, ils voulaient tous déjà commencer dès cette année à construire ici, quoi. Et je leur ai dit, bon, là, déjà, j'ai une place à s'occuper, ça prend beaucoup de temps. Je peux pas vous créer des comptes. Alors tu as donné une notion qu'on connaît bien pour tous ceux qui s'investissent dans le numérique, c'est le temps. Combien tu passes de temps? Je suppose que c'est beaucoup, à défaut de pouvoir donner du temps. Un nombre, Oui, bah j'imagine. alors, globalement, ça, c'est toujours le problème de l'éducation nationale, c'est ils reconnaissent pas le travail fait dans ce monde virtuel. Ils voient pas le temps que ça peut faire. Le plus gros du travail se fait sur Internet et de chez nous. Mais l'avantage aussi, c'est que c'est pas vraiment, ça permet de voir les élèves différemment, quoi. Et puis c'est pas vraiment du travail aussi. Enfin, c'est presque de l'amusement pour les élèves comme pour moi, quoi. Donc, il n'y a pas de souci au niveau perturbation des cours. Donc, c'est vraiment assez agréable. Donc les avantages sont pas forcément là où on les attend, c'est-à-dire en termes uniquement de rémunération de type pécuniaire, il y a aussi toute l'atmosphère de classe. Oui, et puis toute une communication différente avec les élèves, et puis un aspect social aussi qu'on peut travailler ici, c'est-à-dire combattre la timidité par exemple. Il y a des élèves qui sont hyper timides en classe, qui ont peur de prendre la parole, et ici le fait de pouvoir parler en chat et d'être dans un environnement qu'ils connaissent, type Facebook, eh ben, ils s'expriment largement et puis ils viennent volontiers. Donc, et souvent ça permet après d'avoir un retour en classe et d'avoir des élèves j'ai une élève par exemple qui était ultra timide l'année dernière, qui s'est épanouie sur le projet, qui maintenant elle devient en classe très demandeuse puisqu'elle elle a été mise en valeur ici, elle participe et puis elle s'est complètement ouverte, quoi. Alors ça, ouais, Donc ça a un impact aussi sur les cours réels, quoi. et c'est un invariant qu'on retrouve y compris dans le supérieur, hein, c'est que les mondes virtuels permettent de donner la parole à des personnes qui ont beaucoup de mal à s'exprimer dans la vie réelle. Alors ce que je te propose, Tao, maintenant que tu nous as montré dans les airs, c'est qu'on aille sous la mer. Oui, ben on va redescendre, hein. À quoi correspondent ces diagrammes? Parce que je crois qu'il s'agit là aussi d'une expérience pédagogique. Oui, tout à fait. Ben donc là c'est le diagramme que vous voyez, c'est le vent en temps réel sur l'île de Planier, qui sont récupérés à partir du web et qui sont mis ici. Et l'avantage, c'est que ça permet de travailler les statistiques. Donc, par exemple, on peut se poser toute une type de questions. Est-ce que je vais pouvoir aller sur l'île? Est-ce qu'il y aura trop de vent, pas assez de vent? De quelle heure à quelle heure? À quelle heure faut que je revienne? Donc, il y a tout un aspect de travail sur les statistiques qui peut se faire à partir de ces deux diagrammes. Et ce deuxième Convertir les vitesses de nœuds en kilomètres, etc. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore travaillé dessus puisqu'on n'a pas abordé en cours les statistiques, mais je compte le faire, je pense, d'ici la fin d'année. Bon, alors comme ici rien n'est fait de façon innocente, on est face à deux bouteilles de plongée. Je suppose qu'elles ont elles aussi leur signification. C'est un travail qui a été fait que j'ai demandé à des élèves. Donc ça, c'est un travail plutôt libre en dehors des cours de mathématiques, puisqu'il y en a qui sont très demandeurs de travail supplémentaire. Donc l'objectif ici, là, ça a été de reconstruire. On commence à reconstruire donc tout le matériel de plongée pour pouvoir aller sous l'eau. Ensuite, le monde qu'on va avoir maintenant. Et pour l'instant, on peut y aller qu'à pied avec nos tenues, donc c'est un peu dommage. Mais très prochainement aussi, on espère pouvoir y aller en nageant avec des bouteilles de plongée, le détendeur, le masque, le tuba et les Et, palmes. On verra aussi le travail sur les palmes. et là, tu poses une question importante des mondes virtuels, c'est-à-dire des mondes virtuels avec du sens.
À savoir que si on va sous l'eau, effectivement, c'est beaucoup mieux d'avoir une tenue de plongée, des bouteilles, des palmes. Tout à l'heure, on va y aller, mais on va faire une immersion en costume de ville. Voilà. Et puis il y a un collègue à moi là qui travaille aussi sur les mondes sous-marins et qui a même reproduit les montres de les montres de décompression, donc les ordinateurs de plongée, avec tout un calcul qu'on peut mener sur les tables de plongée et puis sur les. Mais là, c'est un petit peu compliqué pour les collégiens. C'est dommage, mais c'est aussi très très intéressant. Ben, on peut rêver et penser qu'on pourrait jumeler ton monde avec ceux de Londres qui font de la médecine dans les mondes virtuels et pourquoi pas reproduire la décompression médicale pour les accidents de plongée. Enfin, il est Tout à permis. fait, c'est totalement envisageable. Hein. Mais ici, on commence un petit peu, là, je suis en train de réfléchir à ça parce que je m'en occupe un petit peu. C'est de fédérer un petit peu au même endroit toutes les sims pédagogiques qu'il y a sur OpenSim et sur la Francoride pour pouvoir vraiment faire un pôle d'éducation assez fort. Bah, sachant que tu es quand même celui qui est pionnier en le domaine, c'est toi qui as le monde le plus avancé de toutes les Sims. Enfin, ici peut-être, mais c'est pas dit parce qu'il y a quand même d'autres personnes qui travaillent dessus. Puis surtout, il y a d'autres grilles où il y a de gros travaux qui sont faits hein, sur OpenSim, en particulier des facs anglaises et américaines qui ont un travail important sur OpenSim. Ah ben, je parlais. Allô là, Alors, on va se jeter à l'eau. allons-y. On fait plouf. On a toujours pas la tenue de plongée, mais ça devrait arriver. Voilà, ben on arrive donc sur les fonds sous-marins. Donc là, pareil, le même travail, les mêmes idées de travail, c'est de reproduire les fonds sous-marins réels, avec les espèces réelles qu'on peut voir si on plonge à planier. Et ben là, vous voyez, par exemple, c'est exactement l'épave qui est en face de nous, c'est l'épave du Shawen, qui est une épave qui a été immergée à planier hein, et qui repose entre 10 mètres et 35 mètres de fond, si mes souvenirs sont bons. De toute façon, si vous voulez en savoir plus, il suffit de cliquer l'image et vous allez avoir le texte qui a été rédigé par les élèves sur l'historique de l'épave, plus il y a plus aussi la photo réelle et un schéma de l'épave. Donc, on invite ceux qui regardent cette vidéo à venir regarder ton monde, dont on rappellera l'adresse. Euh, Est-ce que tu peux nous parler des espèces animales? On a ici ce que j'appelle un banc de poissons, je ne sais pas si c'est le terme. Donc oui, donc là voilà, on va parler un petit peu. Après, je parlerai un peu aussi de la Posidonie, puisque donc là, ce que vous voyez, c'est les vraies espèces qu'on voit sous l'eau à Planier. Donc c'est un travail qu'ont fait les élèves l'année dernière et qui vont continuer cette année. L'idée, c'est un travail multidisciplinaire. Hein. C'est d'aller sur Internet, récupérer, se renseigner sur les espèces présentes en Méditerranée, récupérer des images de ces espèces-là, puis après rédiger un résumé de bio sur l'espèce, quel type de poisson, à quelle profondeur ils évoluent, est-ce qu'ils sont endémiques ou non. Donc là, devant nous, là, le petit banc de poissons qu'on voit, c'est des sards, donc des poissons très communs en Méditerranée. Et les petits poissons noirs, ce sont des castagnols. Donc là aussi, ils sont très présents sur l'épave en Méditerranée. Si on va un peu plus vers les fonds, on verra tout à l'heure, il y a des espèces un peu plus rares. Si on passe par là, vous allez voir, on va essayer de voir l'écosystème parce qu'il y a un petit écosystème sur les Posidonies avec des espèces endémiques. Donc là, Alors, Tao, je me permets de t'interrompre, mais tu parles ouais, aussi à des terriens pour qui les Posidonies, ça représente pas grand-chose. Est-ce que tu peux oui, nous définir ce je qu'est une vais. Posidonie? Mais une Posidonie, c'est ce que vous voyez au sol, c'est en fait une plante. C'est pas une algue, c'est une plante marine qui produit, et là on le voit si vous regardez un petit peu les fonds sous OpenSim, on voit des bulles d'air, en fait ça produit donc de l'air, de l'oxygène surtout, et ça a le rôle de poumon, un peu
un peu comme en Amazonie, donc ça assainit l'air et ça joue un rôle très très important. Donc si vous cliquez dessus, vous aurez un peu plus d'informations. Et cette Posidonie, a été menacée en Méditerranée à cause d'algues, Taxifolia, Colerpia. Et donc il y a tout un speech dessus. Puis ça joue un rôle aussi important parce que c'est un endroit où les poissons se reproduisent. Donc ça joue un rôle très important dans l'écosystème en Méditerranée. Les poissons que vous voyez là-dessus qui tournent, c'est des sopes. Ce sont qu'on appelle les moutons de mer. Ce sont des poissons qui broutent les Posidonies, donc qui mangent les Posidonies, qui vivent de ces espèces-là. Si vous regardez bien aussi à gauche, vous avez des grosses coquilles qui sont des grandes nacres, qui sont des espèces protégées en Méditerranée, qui vivent en général souvent dans des fonds en Posidonie. Il y a des hippocampes aussi, si vous regardez bien. À vous de les chercher. Le but, c'est pas de les voir dès le premier coup, justement, puisque c'est un petit peu caché. Hein. Voilà ce qu'on peut dire sur les Posidonies. Il y a quelques années de ça, j'avais fait un petit diaporama là, sur l'île, un petit cours dans les mondes virtuels sur les Posidonies, et c'était assez intéressant à suivre. Et puis l'avantage, c'est que tout le monde pouvait poser ses questions et en savoir plus. Mais globalement, ça produit autant d'oxygène, je crois, qu'en mètre carré qu'une forêt. Donc, c'est un rôle très très important pour éviter l'effet de serre. Tout cela est passionnant. J'espère que cette vidéo donnera envie aux internautes de venir visiter ton monde. Euh, on peut, en dehors des mondes virtuels, te lire sur Internet. Tu tiens un blog de mémoire. Est-ce que tu peux nous donner les références de ton blog? Si vous allez dans Google, vous tapez juste MATHS, espace Simao, vous allez tomber dessus. C'est un blog qui est plutôt spécialisé pour mes élèves, hein. Mais de temps en temps, il y a des articles sur la pédagogie, etc. Donc c'est un peu pour tout le monde, mais il y a un peu tout dessus. Hein. C'est pas que propre au projet. Donc là, on est on est à -40 là, Jean-Paul. Moins 40 avec donc des gorgones, ce qui fait la grande réputation de Marseille. Donc ces gorgones qu'on voit rouge et jaune. Hein. Alors avec la luminosité, on les voit puisque les couleurs se diminuent. C'est pour ça que si vous avez vu les rayons de lumière, ils s'arrêtent à 20 mètres. Hein. Donc on les voit plus ici les rayons de lumière. Et puis vous voyez des sars tambours juste au-dessus de nous là. C'est une espèce un petit peu plus rare à voir que les sars normaux. Et si on y cherche bien, on voit du corail. Voilà, du corail rouge. Hein. Très présent en Méditerranée dans les -40, à partir de -40 mètres. Derrière nous, je crois qu'il y a aussi une gorgonocéphale qui est une espèce qui vit en symbiose sur les gorgones et qui est assez intéressante à voir. Et je sais plus où elle est. Je crois qu'elle est par là. Ouais, elle est ici. Eh bien, écoute, Tao, je vais te remercier pour cette visite passionnante. On va être obligé d'abréger quelque peu la visite pour des raisons de... Mais je suppose que si des personnes veulent avoir plus de renseignements, elles peuvent te contacter. Oui, alors pour me contacter, donc il y a plusieurs moyens. Hein, donc le mail, Twitter, Tao Vacano, en un seul morceau, et Google+. Sébastien Simao aussi. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire si vous voulez une visite pas privée mais en petit groupe. Hein. L'avantage c'est que quand on est un peu débutant dans ces mondes, on a besoin quand même d'une personne référente pour se faire aider dans les premières connexions. Donc mieux se faire aider par quelqu'un au début pour visiter quoi. Seul c'est un peu compliqué. Eh bien, Sébastien, je te remercie beaucoup pour cette visite qui, en ce qui me concerne, a été aussi privée. J'espère que la vidéo permettra de donner une audience plus forte à ton monde. Et puis, on va suivre avec attention dans cette nouvelle année 2012 tous les travaux que tu vas engager avec tes élèves. Aujourd'hui je vais le faire. Eh bien, on s'empressera de répercuter auprès de la communauté de ceux qui sont intéressés par les mondes virtuels et la pédagogie. Au revoir, Tao. Au revoir.